Monstres et compagnie a offert à l'Amérique et au monde entier quelque chose que la télévision n'avait jamais vu auparavant. Une famille de monstres vivant dans un paisible quartier résidentiel de banlieue qui ne comprenait sincèrement pas pourquoi tout le monde prenait ses jambes à son cou à leur vue. 2 saisons, 70 épisodes et une empreinte dans l'histoire de la télévision que 60 ans n'ont toujours pas réussi à effacer. Le saviez-vous? L'un des acteurs principaux de la série avait obtenu son diplôme à Harvard et écrit des livres pour enfants, alors que le monde entier le connaissait comme un monstre vert d'à peine plus de 2 mètres. Le saviez-vous? L'actrice originellement choisie pour incarner Marilyn Munster était tellement convaincue que la série ferait un flop qu'elle provoquait délibérément des crises sur le plateau pour se faire renvoyer. Le saviez-vous? L'homme qui jouait Papy possédait un vrai doctorat en psychologie de l'enfant à l'université Columbia et qu'il ouvrit un jour son propre restaurant à Greenwich Village. Aujourd'hui, nous retournons au 1313 Mockingbird Lane. Nous allons parler des gens qui y habitaient, de ce qu'ils ont fait après que les caméras se sont éteintes, de ce qu'ils ont traversé dans leur vie et de ceux que nous avons perdus en chemin. Voici l'histoire du casting de Monstres et compagnie, hier et aujourd'hui, en 2026. Numéro 1, Yvonne De Carlo, dans le rôle de Lily Munster. Elle était déjà une véritable star d'Hollywood bien avant d'enfiler une perruque noire et un maquillage de vampire. Yvonne De Carlo était un nom connu dans le monde entier tout au long des années 50. La plupart des gens se souviennent d'elle dans le rôle de Séphora, l'épouse de Moïse, dans l'épopée de Cecil B. 2000, Les 10 commandements, en 1956, un film qui fut un triomphe absolu en France. Alors, pourquoi diable une femme de ce calibre aurait-elle accepté de jouer dans un sitcom loufoque avec des monstres sur CBS? Parce que Hollywood avait changé. En 1964, l'industrie ne savait plus quoi faire des femmes de plus de 40 ans. Yvonne avait 42 ans lorsqu'elle posa le pied pour la première fois sur le plateau de Monstres et compagnie. Beaucoup y virent une descente aux enfers. Elle, pas du tout. Née Margaret Yvette Middleton. Le 1er septembre 1922, à Vancouver, au Canada, elle s'installa à Los Angeles à l'adolescence en poursuivant un rêve. Et le rêve se réalisa. Des années 40 aux années 50, elle travailla sans relâche. Westerns, mélodrames, épopées bibliques. Elle décrocha même le titre de Miss Venice Beach en 1938. Lorsque CBS lui proposa le rôle de Lily Munster, personne ne s'attendait à ce que la série devienne quelque chose d'exceptionnel. À l'origine, le rôle avait été confié à Joan Marshall, mais Marshall ressemblait trop à Morticia Addams de La famille Addams sur ABC. Yvonne était le plan B. Elle s'avéra être le choix idéal. 71 épisodes, 2 saisons entières. Lily Munster, épouse dévouée, mère vampire attentionnée, est le seul rempart entre ce foyer et l'anarchie totale. Yvonne la jouait avec une telle chaleur et un tel charme authentique qu'on oubliait sans cesse qu'on regardait une créature de la nuit. Après la fin de la série, en 1966, elle continua à travailler, même si les projets se firent plus modestes. En 1971, elle fit ses débuts à Broadway dans la comédie musicale Follies et repartit avec un prix Tony, la plus haute récompense du théâtre américain, l'équivalent d'un Molière aux États-Unis. Pas mal pour quelqu'un qu'Hollywood avait mis de côté. Sa vie personnelle ne fut pas simple. Elle fut mariée 2 fois, notamment au cascadeur Robert Morgan de 1955 à 1974. Elle eut 2 fils. En 1985, elle reprit le rôle de Lily Munster dans le téléfilm La Revanche des Munster, et le public l'accueillit avec un enthousiasme débordant. Dans les années 90, sa santé se dégrada. Insuffisance cardiaque congestive. Plusieurs AVC. Elle passa ses dernières années dans un établissement de soins. Yvonne De Carlo s'éteignit le 8 janvier 2007, à l'âge de 84 ans. En 2026, elle aurait eu 103 ans. Cela fait presque 20 ans qu'elle n'est plus parmi nous. Mais Lily Munster est immortelle, ce qui est tout à fait normal pour un vampire. Numéro 2, Al Lewis dans le rôle de Papy. Son vrai nom était probablement Albert Meister. Mais Al Lewis racontait tant de versions différentes de sa propre histoire, selon les jours et son humeur, que personne ne parvint jamais à en établir la certitude. Il pouvait vous dire qu'il était né en 1910 ou en 1923. La vérité se trouvait probablement quelque part entre les deux. La date la plus communément admise est le 30 avril 1923, Brooklyn, New York. Cela seul en dit long. Al Lewis adorait bâtir une mythologie autour de lui-même.
et peu de gens y excellèrent mieux que lui. Avant Monstres et compagnie, il avait tout fait. Artiste de cirque, clown, acteur de burlesque, Broadway, la télévision dans les années 50, et enfin le rôle de l'officier Leo Schnauzer dans la série Car 54 Where Are You, aux côtés de Fred Gwynne. C'est là que leur complicité naquit, quand on distribua les rôles pour Monstres et compagnie en 1964. Al et Fred étaient déjà un duo éprouvé, leur sens du rythme, leur complicité, leur aise totale à travailler l'un avec l'autre. Tout cela se transporta naturellement dans la nouvelle série, et Papy Munster devint l'un des personnages les plus aimés de l'histoire de la télévision américaine. Lorsque Papy apparut pour la première fois à l'écran en 1964, Al avait environ 41 ans, même s'il vous aurait certainement donné un autre chiffre accompagné de son sourire en coin caractéristique. 72 épisodes. Papy était à la cave à concocter des potions délirantes, à lancer des monologues interminables sur le bon vieux temps avec Dracula, et à être généralement la principale source de chaos au 1313 Mockingbird Lane. Lewis l'interprétait comme s'il vivait le meilleur moment de sa vie, ce qui était probablement le cas. Après la série, Al ouvrit un restaurant nommé Grandpa's à Greenwich Village, New York. L'endroit devint une institution du quartier. Il servait lui-même les tables, recevait quiconque venait, racontait des histoires. Le restaurant fonctionna pendant des années. Ce que beaucoup ignoraient, Al Lewis était profondément engagé en politique. En 2001, il se présenta au poste de gouverneur de l'État de New York sous l'étiquette du Parti vert. Il recueillit près de 40 000 voix. Son programme incluait la légalisation du cannabis et le retour des troupes américaines de l'étranger. Papy Munster, candidat gouverneur. On aurait dit un épisode perdu de la série. Il était également titulaire d'un vrai doctorat en psychologie de l'enfant à l'université Columbia. Il écrivit 2 livres pour enfants, apparus régulièrement comme commentateur politique. Al Lewis mourut le 3 février 2006. Les documents officiels lui attribuent 82 ans, même si, connaissant Al, on ne peut entièrement exclure que même ça ait été un peu romancé. Sa mort toucha durement les fans. En 2026, cela fait 20 ans sans lui, mais il suffit de lancer un vieil épisode. Et Papy est de nouveau là, dans sa cave, à mijoter quelque chose qu'il ne devrait probablement pas. Numéro 3, Beverly Owen dans le rôle de Marilyn Munster, épisode 1 à 13. La première Marilyn Munster fut Beverly Owen, et l'histoire de comment elle quitta la série est l'une des plus étranges et des plus humaines de toute l'histoire de la télévision américaine. Née Beverly Jane Hogg, le 13 mai 1937 à Ottumwa, Iowa, elle étudia le jeu d'acteur, se fraya un chemin jusqu'à New York, décrocha de petits rôles et travailla un temps comme secrétaire à CBS. Lorsque Monstres et compagnie arriva en 1964, elle accepta le rôle de Marilyn en étant pleinement convaincue que la série serait annulée en quelques semaines. Elle avait 27 ans. Marilyn était le seul membre d'apparence normale de la famille Munster, une nièce belle et au cœur doux que sa propre famille considérait comme tragiquement quelconque. L'ironie était le moteur de toute la plaisanterie, et ça fonctionnait à chaque fois. Mais Beverly était malheureuse. Son petit ami, John Stone, était resté à New York. Elle était coincée à Los Angeles. Selon plusieurs témoignages, elle s'effondrait littéralement sur le plateau. Certaines sources disent qu'Al Lewis et Fred Gwynne intervinrent personnellement auprès des producteurs pour obtenir sa libération. D'autres affirment que Beverly elle-même orchestrait des crises et des éclats pour les forcer à la laisser partir. Quoi qu'il en soit, après 13 épisodes de la première saison, elle s'en alla. Elle épousa John Stone le 27 juin 1964. Stone allait par la suite devenir l'un des créateurs originaux de Sesame Street, le programme pour enfants le plus célèbre du monde, connu en France sous le nom de Rue Sésame. Beverly abandonna complètement le métier d'actrice, retourna à New York et disparut essentiellement de la vie publique. Son dernier rôle à l'écran remonte à 1972, un petit rôle dans le feuilleton Another World, puis Le Silence, un divorce en 1974, une vie tranquille, loin des projecteurs. En 1989, elle obtint un master en histoire américaine des origines. 2 filles. Dans les années 90 et 2000, elle fit de rares apparitions dans des documentaires sur Monstres et compagnie, dans son propre rôle cette fois, sans perruque, sans maquillage.
Beverly Owen mourut le 21 février 2019 dans sa maison de Bennington, Vermont. Elle avait 81 ans. Un cancer de l'ovaire. Une bataille qu'elle avait gardée entièrement privée depuis son diagnostic en 2017. Sa fille Polly confirma la nouvelle. Son partenaire de tournage Butch Patrick écrivit sur Facebook « La belle Beverly Owen nous a quittés. Quelle âme douce. J'étais éperdument amoureux d'elle. » En 2026, elle aurait eu 88 ans. Elle choisit une vie tranquille et pleine de sens, loin d'Hollywood. Et d'après tout ce que nous savons, elle en était en paix. Numéro 4. Pat Prest dans le rôle de Marilyn Munster, épisode 14 à 70. Quand Beverly Owen quitta le plateau, les producteurs avaient besoin d'une remplaçante, et vite. Ils trouvèrent Pat Prest presque par hasard. Elle se trouvait dans la région de San Francisco quand Hollywood l'appela. Essai le mercredi, l'appel le jeudi, contrat signé le vendredi, premier tour de manivelle le lundi. Voilà le show business dans toute sa pureté. Patricia Ann Prest naquit le 15 août 1936 à Bountiful, Utah. Sa mère, Ivy Baker Prest, fut trésorière des États-Unis sous la présidence Eisenhower de 1953 à 1961. Chaque billet de banque américain, imprimé pendant ces années, porte sa signature. Pat grandit avec l'une des mères les plus en vue du pays. Et pourtant, elle ne voulait qu'une chose, faire du cinéma. Pat avait 28 ans quand elle endossa le rôle de Marilyn. La transition fut si fluide que la plupart des téléspectateurs ne remarquèrent même pas le changement. 57 épisodes. La Marilyn de son interprétation avait une douceur et une sincérité qui devinrent l'ancrage émotionnel silencieux de la série. Après la fin de la série en 1966, l'un des chapitres les plus mémorables de sa vie post-Munster eut pour protagoniste Elvis Presley. Lors du tournage du film Easy Come, Easy Go en 1967, elle mentionna qu'elle cherchait une nouvelle voiture. Elvis lui vendit sa Cadillac pour 3 000 $. Elle la garda un moment, puis la revendit. Des années plus tard, elle admit « Ça aurait pu être mon plan de retraite ». Sa carrière d'actrice s'éteignit peu à peu. Petit rôle dans Ma sorcière bien-aimée, Perry Mason, le show de Mary Tyler Moore. En 1966, elle fut écartée du film cinématographique des Munster. On lui dit qu'elle était trop âgée pour jouer Marilyn. Elle avait 29 ans. Ça fit mal. Elle finit par s'installer en Idaho dans les années 80 et raccrocha avec le métier d'actrice. Elle tint avec sa sœur un magasin d'antiquités. Elle rénova et revendit des maisons. Une vie pleine, ancrée, sereine. En 2001, on lui diagnostiqua un lymphome non hodgkinien. Elle suivit un traitement. Le cancer entra en rémission. En 2022, elle fit un retour discret dans l'univers des Munster en prêtant sa voix à l'annonciatrice de la compagnie aérienne Transylvania Airlines dans le reboot de Rob Zombie. Un moment anodin, mais chargé de sens. En 2026, Pat Prest fête ses 90 ans. Elle vit paisiblement à Eagle, Idaho. Elle fait encore de rares apparitions lors de conventions de fans de la télévision classique. Sur sa vie, elle a dit simplement « J'ai fait tout ce que je voulais faire et je suis allé partout où je voulais aller. Ce qui vient maintenant, c'est du bonus. » C'est peut-être la façon la plus élégante de quitter Hollywood qu'on ait jamais entendue. Numéro 5. Mel Blanc comme voix du corbeau. Charlie. Vous avez entendu la voix de cet homme des milliers de fois sans jamais connaître son nom. Mel Blanc était la voix. Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Titi, Bam Bam dans Les Pierres à Feu. Il ne se contentait pas de prêter sa voix à des personnages animés. Il était le son d'une époque entière du divertissement populaire. Et les enfants français qui regardaient les dessins animés à la télévision le connaissaient par cœur, sans jamais savoir son nom. Né Melvin Jérôme Blanc, le 30 mai 1908 à San Francisco, il pouvait imiter les voix des autres avec une précision déconcertante dès l'enfance. Ses camarades de classe s'en moquaient, ils s'en fichaient. En 1937, il était à la Warner Brothers et au fil des décennies, il créa des personnages que le monde entier sait par cœur. Dans Monstres et compagnie, Mel tint un rôle de soutien particulier. Le corbeau Charlie était l'oiseau qui vivait dans le coucou des Munster et croassait de temps en temps, jamais plus, dans l'esprit d'Edgar Allan Poe. Quand Charlie se montrait trop sarcastique, Herman lui lançait quelque chose. Mel donna sa voix au corbeau pendant la majeure partie de la première saison. Il avait environ 56 ans quand la série fut lancée. Voici l'histoire que la plupart des gens ignorent.
En 1961, Mel Blanc fut victime d'un accident de voiture catastrophique sur Sunset Boulevard. Les médecins n'étaient pas sûrs qu'il survivrait. Alors qu'il gisait dans le coma, un médecin désespéré cessa d'essayer d'atteindre Mel Blanc l'homme et s'adressa plutôt à Bugs Bunny. Et le patient répondit, avec la voix de Bugs Bunny. C'est l'un des moments les plus extraordinaires de l'histoire de la médecine. Après Monstres et compagnie, Mel ne ralentit jamais. Les pierres à feu, les courts-métrages, Looney Tunes, les publicités, les spéciaux de fin d'année. Il était si dévoué à son travail que même à l'hôpital, encore plâtré, il enregistrait ses répliques allongées sur le dos. Mel Blanc mourut le 10 juillet 1989 à Los Angeles. Il avait 81 ans, maladie cardiaque et emphysème. Sur sa pierre tombale est gravé « That's all, folks », le mot de la fin de Porky Pig. Il n'existe pas d'épitaphe plus parfaite. En 2026, il aurait eu 117 ans. Mais sa voix résonne quelque part dans le monde, chaque jour, sans interruption. C'est ainsi que ressemble la vraie immortalité. Numéro 6. Bob Hastings comme voix du corbeau Charlie. Là où Mel Blanc était le dieu de l'animation, Bob Hastings était le professionnel fiable et imperturbable sur lequel reposait la télévision. Il remplaça Blanc pour prêter sa voix au corbeau Charlie dans les épisodes où ce dernier était occupé ailleurs. Une passation silencieuse et compétente que la plupart des téléspectateurs ne remarquèrent jamais. Né Robert William Hastings, le 18 avril 1925, à Brooklyn, New York, il fit ses débuts à la radio avant de passer naturellement à la jeune télévision. Son rôle récurrent le plus connu fut celui du maître de deuxième classe Hastings, surnommé Kerty, dans la comédie navale McHale's Navy, diffusée de 1962 à 1966, les mêmes années que ce Monstres et compagnie. Ce chevauchement explique précisément pourquoi Blanc eut besoin d'un remplaçant et pourquoi Hastings était le choix naturel. Sa voix avait une qualité particulière, chaude, légèrement rauque, parfaitement adaptée à un oiseau qui vit dans une horloge et sort la tête juste assez longtemps pour lancer une vanne cinglante avant de disparaître à nouveau. Les téléspectateurs remarquaient à peine la différence. Après Monstres et compagnie, Hastings construisit l'une des carrières de doublage les plus discrètement impressionnantes de l'histoire de l'animation. Son rôle définitif vint plus tard. Le commissaire Gordon dans As Batman, la série animée, de 1992 à 1995. Universellement considérée comme la meilleure version animée de Batman jamais réalisée. Dans ce rôle, Hastings trouva une profondeur et une autorité inattendues. Il n'était plus un second rôle. Il était indispensable. Il travailla dans des dizaines de séries télévisées, doubla des publicités, fit du théâtre radiophonique. Cette polyvalence était toute sa carrière, toujours au travail, toujours à la hauteur. Bob Hastings mourut le 30 juin 2014 à Alexandria, Virginie. Il avait 89 ans, maladie d'Alzheimer. En 2026, il aurait eu 100 ans. Il est surtout rappelé en tant que commissaire Gordon, et comme la seconde voix fiable de l'un des personnages aviaires les plus étranges et les plus attachants de l'histoire de la télévision. Numéro 7. Paul Lynde dans le rôle du docteur Edward H. Dudley, épisode 4, 6, 19. Impossible de le manquer, cette voix nasillarde inimitable, ce regard en biais, cette pose avant la chute, une pose qui portait toujours quelque chose d'un peu trop acéré, d'un peu trop conscient de lui-même. Paul Lynde fut l'un des comédiens les plus reconnaissables d'Amérique durant toutes les années 60 et 70. Et pendant tout ce temps, il se cachait en pleine lumière. Paul Edward Lynde naquit le 13 juin 1926 à Mount Vernon, Ohio. La scène l'attira dès l'enfance. Il étudia à l'université Northwestern, dans le même programme d'art dramatique que Cloris Leachman et Patricia Neal. Ses débuts à Broadway eurent lieu en 1952. Son grand succès vint avec le rôle de Harry McAfee dans la comédie musicale Bye Bye Birdie à Broadway en 1960, qu'il reprit dans la version cinématographique de 1963. Dans Monstres et compagnie, Lynde apparut dans 3 épisodes en tant que malchanceux médecin de famille des Munster, le docteur Edward Dudley. Le personnage était tellement myope qu'il ne pouvait littéralement pas voir clairement Herman, ce qui engendrait son propre type particulier de chaos comico-horrifique. Paul avait 38 ans lors de sa première apparition dans ce rôle. Mais son vrai trône dans la culture populaire fut The Hollywood Squares,
où il occupait la case centrale de 1968 à 1979. Les répliques qu'il y délivrait étaient citées pendant des décennies. Beaucoup d'entre elles suggérèrent de façon assez éloquente un mode de vie dont il était impossible de parler ouvertement à la télévision américaine à cette époque. Paul Lynde ne fit jamais son coming out publiquement. La presse, de son côté, regardait généralement ailleurs. Sa vie personnelle était assombrie par la tragédie. Des amis mouraient dans des circonstances troublantes. Il lutta pendant des années contre l'alcoolisme et la dépendance aux drogues. Selon la plupart des témoignages, il avait finalement réussi à décrocher peu avant sa mort. Mais les dégâts étaient déjà faits. Paul Lynde mourut le 10 janvier 1982 dans sa maison de Beverly Hills. Il avait 55 ans. Crise cardiaque. Le médecin légiste nota que son cœur était dans l'état de celui d'un homme de 88 ans. Un voisin se présenta pour un rassemblement d'anniversaire et le trouva sans réponse derrière sa porte. En 2026, il aurait eu presque 100 ans. Ses répliques de « The Hollywood Squares » circulent encore sur Internet, tranchantes, audacieuses, en avance sur leur temps. Paul Lynde avait toujours 10 longueurs d'avance sur n'importe quelle pièce où il se trouvait. Numéro 8, Dom DeLuise dans le rôle du docteur Edward H. Dudley, épisode 55. Quand la série avait encore une fois besoin du docteur Dudley et que Paul Lynde n'était pas disponible, on fit appel à un homme qui était, selon toutes les preuves disponibles, physiquement incapable de ne pas être drôle. Dom DeLuise rayonnait de joie. Il ne pouvait pas l'éteindre. Mel Brooks ajoutait notoirement 2 jours supplémentaires au programme de chaque film lorsqu'il travaillait avec lui. Pas pour des reprises, mais pour les éclats de rire qui rendaient tout travail impossible. Né Dominique DeLuise le 1er août 1933 à Brooklyn, New York, de parents immigrés italiens, son père était éboueur. Dom grandit dans la modestie et la chaleur. Un détail qui ne manquera pas de toucher le public français. Comme tant de ces familles italiennes qui émigrèrent aux États-Unis, les DeLuise apportèrent avec eux l'art de vivre, le sens de la table, et cette joie de vivre méditerranéenne qui transpira dans chacune des performances de Dom à l'écran. Il fréquenta la High School of Performing Arts, puis étudia la biologie à la Tufts University, avant que la scène ne le reprenne définitivement, dans Monstres et compagnie. Il n'apparut que dans un seul épisode, le 55e, dans le rôle du malheureux docteur Dudley. Il avait environ 32 ans. Un seul épisode. Mais Dom DeLuise pouvait-il faire paraître petit un seul épisode? Absolument pas. Son vrai héritage était ailleurs. Les films de Mel Brooks, Blazing Saddles, Silent Movie, L'Histoire du Monde, partie 1, Robin des Bois, Prince des voleurs, Robin Hood, Men in Tights, les comédies avec Burt Reynolds, l'animation de Don Bluth, Brisby et le secret de Nimouash, Fievel et le Nouveau Monde. Tous les chiens vont au paradis. Il apportait de la chaleur à tout ce qu'il touchait. Et cet homme savait cuisiner. Il écrivit 2 livres de cuisine, organisait des festins légendaires dans sa maison de Pacific Palisades. Les tables étaient, paraît-il, extraordinaires. L'amour de la bonne chair, très visiblement hérité de ses racines italiennes, devint une part aussi centrale de son identité que la comédie. Dom DeLuise mourut le 4 mai 2009 à Santa Monica. Il avait 75 ans, insuffisance rénale, complications d'un cancer. Son épouse Carole et leurs 3 fils, Peter, Michael et David, tous acteurs, étaient à ses côtés. Mel Brooks dit de lui, Dom DeLuise était grand en tout, grand de corps et grand dans la joie et le rire qu'il créait. Il nous manquera énormément. En 2026, il aurait eu 92 ans. Hollywood produit rarement de telles personnes, mais quand cela arrive, elles laissent l'endroit un peu plus lumineux qu'elles ne l'ont trouvé. Numéro 9, John Carradine dans le rôle de Monsieur Gateman, le patron d'Herman au funérarium, épisode 37-62. Cette voix qui donnait la chair de poule, ce visage sculpté d'angles nets et de décennies de vie intense. John Carradine fut l'un des acteurs de composition les plus prolifiques et les plus immédiatement reconnaissables de l'histoire du cinéma américain. 351 crédits entre films et télévision. Ce n'est pas une erreur typographique. 351. Né Richmond Reed Carradine, le 5 février 1906 à Manhattan, son enfance fut marquée par la perte et la fuite. Son père mourut de tuberculose quand John avait à peine 2 ans. Son beau-père était violent. À 14 ans, il s'enfuit. Il vagabonda.
se débrouilla en faisant des portraits au crayon des passants contre quelques pièces. Finit par arriver à Los Angeles. Cecil B. DeMille le remarqua. D'abord seulement pour le travail vocal, car ce baryton était exceptionnel. Puis pour de vrais rôles. John Ford l'intégra dans sa compagnie permanente d'acteurs. Les Raisins de la colère, en 1940, le prédicateur Casey. Un rôle pour l'éternité. Dans Monstres et compagnie, Carradine apparut dans 2 épisodes, dans le rôle de Monsieur Gateman, le propriétaire du funérarium qui était techniquement le patron d'Herman. L'ironie est délicieuse. Un homme qui avait interprété le comte Dracula à plusieurs reprises dans les films d'horreur de la Universal Pictures était désormais le supérieur hiérarchique du monstre de Frankenstein. Il avait 58 ans lors du tournage du premier de ces épisodes. Peu de gens savent que Carradine fut le tout premier candidat au rôle de Herman Munster lui-même et qu'il refusa. Il ne s'arrêta jamais de travailler. Horreur à petit budget, Shakespeare à Broadway, apparition dans des séries télévisées pendant 4 décennies, Kung Fu, où il joua aux côtés de son fils David. Une arthrite rhumatoïde sévère lui immobilisait progressivement le corps. Il continua malgré tout. En novembre 1988, John Carradine, 82 ans, fit halte à Milan en rentrant d'un tournage en Afrique. Il voulait voir les sculptures de la cathédrale. L'ascenseur était en panne. Il monta les marches à pied. Son cœur ne tint pas. Ses derniers mots, selon la légende, furent « Milan, quel bel endroit pour mourir ». En 2026, il aurait eu 120 ans. Ses fils David, Keith et Robert perpétuèrent la tradition familiale. Toute une dynastie d'acteurs, lancée par un garçon qui fugua à 14 ans. Numéro 10, Chet Stratton dans le rôle de Clyde Thornton, collègue d'Herman, épisode 53-61. Chet Stratton était le genre d'acteur sur lequel reposait la télévision. Le second rôle fiable, le visage qu'on reconnaît même quand on n'arrive pas à mettre un nom dessus, il ne fut jamais une star. Mais la télévision ne pouvait pas fonctionner sans des gens exactement comme lui. Né Chester Clancy Stratton le 25 novembre 1916 à Walton, New York, il bâtit sa carrière entre le théâtre, la radio et la jeune télévision. Son visage apparut dans des dizaines de séries tout au long des années 50 et 60. Dans Monstres et compagnie, Stratton incarna Clyde Thornton, un collègue d'Herman au funérarium Gateman, Goodbury and Graves. Clyde passa son premier épisode à se moquer d'Herman et à lui jouer des tours, jusqu'au moment où il tenta de frapper le monstre de Frankenstein de 2 mètres à la mâchoire et se brisa lui-même la main. Dans son second épisode, Clyde tenta d'utiliser le talent poétique d'Herman pour séduire une femme dont il était épris. Ça ne se passa pas comme prévu. Il avait environ 48 ans lors du tournage de ces épisodes. Il continua à travailler jusqu'à la fin des années 60 et dans les années 70, faisant ce que font les acteurs de second plan professionnels. Se présenter sur le plateau, accomplir le travail, rentrer chez soi, jamais sous les feux de la rampe, toujours indispensable. Chet Stratton mourut le 14 mars 1975. Il avait 58 ans. En 2026, il aurait eu 109 ans. Les petits rôles qu'il interpréta sont les briques dont est faite la grande télévision. Sans Clyde Thornton, le 1313 Mockingbird Lane perd un morceau de son monde. Numéro 11, Brian O'Byrne dans le rôle d'Uriah, Calvin et d'autres employés du funérarium. Brian O'Byrne était taillé dans le même bois que Chet Stratton. Un acteur de métier qui construisit sa carrière sur le fait d'être exactement ce dont une production avait besoin à n'importe quel moment. D'origine irlandaise, O'Byrne travailla dans le théâtre américain et à la télévision depuis la fin des années 50. Sa spécialité, les hommes ordinaires dans des situations extraordinaires, précisément l'ensemble de compétences dont Monstres et compagnie avaient régulièrement besoin. Dans la série, il apparut dans plusieurs épisodes en jouant divers employés du funérarium, Uriah, Calvin et d'autres. À chaque fois, le scénario était identique. Une personne normale qui tente de faire son travail, soudainement en présence immédiate de Herman Munster. Ce seul fait était déjà la blague, et O'Byrne savait exactement comment la jouer. Il avait environ 45 ans pendant le tournage. Il continua à travailler à la télévision pendant les années 60 et au début des années 70. Les informations sur ces années suivantes sont rares, comme c'est souvent le cas avec les acteurs de composition de cette époque qui ne cherchèrent jamais les projecteurs. D'après les informations disponibles, Brian O'Byrne nous quitta en 1982. En 2026, il aurait eu plus de 100 ans. Les petits rôles qu'il remplissait étaient le tissu conjonctif de la série. Sans Uriah et ses collègues,
Le monde de Mockingbird Lane est moins dense, moins réel, moins vivant. Numéro 12, Joan Marshall, dans le rôle de Phoebe Munster, la première maman de la famille jamais diffusée. Voici un chapitre que la plupart des fans de Monstres et Si n'ont jamais entendu raconter comme il se doit. Avant que Lily Munster soit Lily Munster, elle s'appelait Phoebe. Joan Marshall était l'actrice choisie pour incarner la matriarche de la famille Munster dans le pilote original de 1964. Elle apparut aux côtés de Fred Gwynne et d'un jeune acteur nommé Nate Derman dans la toute première présentation montrée à CBS. Avant que la série ait un titre, avant qu'elle ait une commande, avant qu'elle ait quoi que ce soit, et elle fut remplacée. La raison officielle, elle ressemblait trop à Caroline Jones dans le rôle de Morticia Adams dans La famille Adams sur ABC. Les deux émissions se préparaient pour la grille de rentrée en prime time. CBS ne pouvait pas avoir sa maman monstrueuse ressemblant à celle de la concurrence. Yvonne de Carlo arriva, le personnage fut rebaptisé Lily, et le reste appartient à l'histoire de la télévision. Née en 1931, Marshall avait alors environ 32 ans. Elle avait déjà bâti une modeste carrière dans les westerns et les séries télévisées, jouant parfois sous le pseudonyme de Jeanne Merchan. Après que son pilote de Monstres et compagnie fut mis au placard, elle continua à travailler et apparut effectivement dans un épisode de la série déjà en cours dans le rôle de Phoebe Munster, réinterprétée comme la tante d'Herman. Elle était mariée au légendaire réalisateur John Huston, l'un des plus grands cinéastes de l'histoire d'Hollywood, auteur de chefs-d'œuvre comme Le Faucon maltais, Quand la ville dort ou L'homme qui voulut être roi. Leur relation n'est pas prominemment documentée dans la plupart des sources, mais elle affleure dans les mémoires des contemporains de l'époque. Joan Marshall nous quitta en 2009, à environ 77 ans. En 2026, elle aurait eu plus de 90 ans. Sa place dans l'histoire de Monstres et compagnie est la route non empruntée, la porte qui s'ouvrit 2 semaines et se referma doucement. Mais ce sont précisément ces embranchements qui font l'histoire de la télévision. Numéro 13, Happy Derman, Nate Derman, comme premier Eddie Munster, celui qui ne fut jamais diffusé. Une autre histoire oubliée d'avant le début des tournages. Avant Butch Patrick, il y avait un autre Eddie. Il s'appelait Nate Derman. Au générique du pilote, il apparaissait sous le nom de Happy Derman. Il joua Eddie Munster dans la toute première présentation de test filmée pour CBS. Et il ne survécut pas à cette unique vitrine. Le retour de CBS fut sans appel. L'Eddie de Derman était trop hostile, trop brusque, trop proche d'un enfant véritablement déplaisant, méchant d'une façon qui ne sonnait pas comme de la comédie, juste comme quelque chose d'inconfortable. La chaîne voulait un gamin avec de la douceur. La version de Derman n'en avait apparemment aucune. Quand Butch Patrick arriva, le contraste fut immédiat. Patrick apporta au rôle une ouverture enfantine. Un gamin certes étrange, mais attachant. Cette chaleur fit toute la différence entre un personnage qui fonctionnait et un personnage qui ne fonctionnait pas. On ne sait presque rien de ce qu'il advint de Nate Derman par la suite. Quelques petits projets au début des années 60, puis il disparut des archives complètement. Le destin de tant d'enfants acteurs dont la seule grande chance n'aboutit pas. Son histoire nous rappelle à quel point la ligne est mince. Un casting, une remarque de la chaîne, une décision. Quelque part, il existe une version de cette série dans laquelle Happy Derman a grandi comme Eddie Munster. Dans celle-ci, non. Et toute la série y gagna. Même si cela ne rend pas l'histoire moins douce amère. Numéro 14. Butch Patrick dans le rôle d'Eddie Munster. Il avait 11 ans la première fois qu'on lui mit le maquillage. Un petit garçon loup-garou, en costume de velours avec des oreilles pointues et une pointe de veuve sur le front, vivant dans une maison pleine de monstres et se demandant pourquoi tout le voisinage n'arrêtait pas de crier. Butch Patrick, né Patrick Alan Lillet le 2 août 1953 à Inglewood, Californie, faillit manquer ce rôle entièrement. Il vivait chez sa grand-mère à Geneseo, Illinois, quand son agent se battit pour lui obtenir un essai. Il fila directement de l'aéroport au studio, fit une lecture à froid avec Yvonne de Carlo. Le mercredi, il était sur le plateau. Ses dents l'aidèrent à décrocher le rôle, littéralement. Quand on lui demande comment il obtint le rôle d'Eddie, il a répondu « Mes crocs étaient où les miens. Même quand je fermais la bouche, ils dépassaient encore. J'étais un peu plus petit que les autres enfants, et ça allait bien avec la taille d'Herman. » 71 épisodes. Eddie était le cœur de la série pour le jeune public.
un adorable petit gamin monstre qui ne comprenait vraiment pas pourquoi le monde de l'autre côté de sa porte d'entrée était toujours terrorisé par sa famille. Butch le jouait avec une vraie chaleur. Et le petit Teddy finit par compter plus que presque n'importe quel personnage adulte de la série. Les années qui suivirent, Monstres et compagnie, ne se passèrent pas comme prévu. Adolescent, il continua à travailler. Leadsville, sur ABC, des téléfilms Disney, le rôle de Milo dans le film d'animation fantastique, Le Voyage pour la fantaisie. Mais au milieu des années 70, le travail tarit. Il n'était plus un adorable gamin. L'image ne s'adaptait pas à un acteur adulte. Ce qui suivit, il en parle ouvertement. Environ 40 ans d'abus de substances, alcool et drogue, instabilité financière, une vie sans direction. Il survécut au cancer, il se survécut à lui-même. Et finalement, il trouva le chemin du retour. Aujourd'hui, Butch Patrick est sobre depuis près d'une décennie. Il a épousé Leila Murray en 2016. Il travaille avec des personnes en lutte contre les addictions. Il fait le tour des conventions, se présentant au volant du vrai Monster Coach, la voiture originale de la famille qui lui appartient désormais. Il est le dernier membre principal du casting original encore en vie à porter activement le flambeau de la série. En 2026, Butch Patrick fête ses 73 ans. Il est le dernier debout parmi le cast principal. Tous les autres sont partis, mais Eddie Munster est toujours là. Parfois, le plus petit monstre de la maison se révèle le plus dur à abattre. Numéro 15, Fred Gwynne dans le rôle d'Herman Munster. 1,96 m, plus de 30 kg de maquillage par session. Voilà ce qu'était Herman Munster, un géant doux qui effrayait tous ceux qu'il rencontrait et ne parvenait absolument pas à comprendre pourquoi. Fred Gwynne bâtit l'un des personnages les plus aimés de l'histoire de la télévision américaine, puis passa le reste de sa vie à essayer de lui échapper. Frederick Hubbard. Gwynne naquit le 10 juillet 1926 à New York. Son père était agent de change, la famille était à l'aise. Fred fréquenta la prestigieuse Groton School, servit dans la marine américaine comme radiotélégraphiste pendant la Seconde Guerre mondiale, puis s'inscrivit à Harvard. Il en sortit diplômé en 1951 avec une licence en littérature anglaise et fut pendant ses années universitaires très actif dans le théâtre du campus, notamment lors d'un mémorable passage au célèbre Hasty Pudding Theatricals. Diplôme d'Harvard, sensibilité littéraire, une voix de chanteur remarquable que presque personne ne connaissait. Fred illustrait ses propres livres, il écrivait des histoires pour enfants. Il était, discrètement, l'une des personnes les plus cultivées sur le plateau de Monstres et compagnie, et passait ses journées de tournage peintes en vert sous une calotte à tête plate. Quand Monstres et compagnie fut lancé en 1964, Fred avait 37 ans. Lui et Al Lewis avaient déjà forgé leur alchimie dans Car 54, Where Are You? Et elle se transporta dans la nouvelle série sans rien perdre. 72 épisodes d'Herman se débattant maladroitement dans la banlieue américaine, détruisant des meubles, rugissant de rire, sanglotant à la moindre provocation émotionnelle et ne comprenant absolument rien du monde normal qui l'entourait. C'était la comédie physique dans sa forme la plus absolue, mais après la fin de la série, Fred se heurta à un mur que beaucoup d'acteurs connaissent bien. Il devint impossible à caster. À l'instant où il franchissait une porte, les gens voyaient Herman Munster. Les réalisateurs craignaient que le public rie au mauvais moment. Pendant une période à la fin des années 60, il refusa même de mentionner la série dans les interviews. L'association était douloureuse. Tout au long des années 70 et du début des années 80, il se reconstruisit grâce au théâtre, Broadway, production régionale. Il utilisa cette voix de chanteur d'une façon que le cinéma ne lui avait jamais permise. En 1985, il reprit le rôle d'Herman dans le téléfilm La Revanche des Munster et se souvint que le public ne l'avait jamais vraiment laissé partir. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. En 1992, Fred Gwynne joua le juge Chamberlain Haller dans My Cousin Vinny, sorti en France sous le titre Mon cousin Vinny. Un petit rôle, le rôle parfait. Il joua un juge impassible et exaspéré du Sud avec un sens comique du timing si précis que le public s'esclaffa. Pas devant Herman Munster, mais devant ce personnage précisément. C'était un retour, c'était une réhabilitation. C'était la preuve qu'il avait toujours été bien plus que le maquillage vert. Et puis, à peine plus d'un an après la sortie de Mon cousin Vinny, Fred Gwynne n'était plus là. Il mourut le 2 juillet 1993 dans sa maison de Taneytown, Maryland.
un cancer du pancréas. Il avait 66 ans. Sa famille était avec lui. Ce fut calme. En 2026, il aurait eu 99 ans, à seulement 1 an d'un siècle de vie. Il n'y arriva pas tout à fait. Mais ce qu'il laissa derrière lui, Herman Münster et le juge Haller, la comédie et la dignité, le maquillage de scène et Harvard, ne disparaîtra jamais, parce que les vrais monstres ne meurent pas. Et voilà l'histoire complète du 1313 Mockingbird Lane. Une famille qui terrorisait tous ceux qu'elle rencontrait, et qui réussit malgré tout à être l'une des plus chaleureuses, des plus authentiquement humaines qu'on ait jamais vues à la télévision. En 2026, il ne reste que 2 membres du casting original parmi nous, Butch Patrick et Pat Priest. Tous les autres sont partis, mais chacun d'eux a laissé quelque chose derrière soi, dans les films, dans les souvenirs, dans la façon dont on reconnaît encore ce générique depuis l'autre pièce. Si vous avez grandi avec Monstres et compagnie, ou si vous les découvrez seulement maintenant, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite, et laissez un commentaire. Quel membre du casting vous a le plus surpris, et connaissiez-vous déjà certaines de ces histoires avant aujourd'hui? À très bientôt.